partir du moment où vous niez l'existence des sexes pour reconnaître celle des genres, comment pouvez-vous livrer bataille au mal, dans la mesure où les mâles sont censés ne pas exister? Si demain on fait un film sur Nelson Mandela, j'ai pas envie que ce soit Danny Boone. Ça aurait aucun sens. Ce serait débile, ce serait profondément con. Et je pourrais tout à fait comprendre que les Sud-Africains se disent non mais attendez, vous foutez de notre gueule quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Alors, il y a mes chats qui se mettent à miauler au moment où je démarre l'enregistrement. Je sais pas si tu l'as entendu. Donc, c'est pas de la maltraitance animale, c'est juste qu'on a décidé de mettre une barrière pour pas les retrouver en fait derrière dans le podcast. Ça, c'était pas prévu. Donc voilà. Normalement, je démarre toujours avec une connerie que je prépare. Là, je l'avais pas préparé celle-là. Les aléas du différé. Tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, Rémi, ça me fait super plaisir de t'avoir sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'adore ton travail. Je m'endors très souvent. Tu fais partie des derniers contenus que je consomme avant d'aller me coucher. Tu vois, c'est pour te dire. Donc voilà, je fais de beaux rêves. Enfin, de beaux rêves. Ah bon, ça va. Tu parles pas que de trucs hyper glorieux parce qu'en ce moment, bah, comme tu le disais, ils nous font des rentrées politiques un peu tonitruantes, etc. Ils nous mettent un peu, ils nous font mal au moral, tous ces politiques et ces phénomènes de société là. Mais tu traites ça d'une manière que j'adore. Et donc du coup, merci pour ton boulot et puis surtout merci pour d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation, ravi d'être dans ton univers. Voilà, aux côtés, j'en avais eu vent en amont avant qu'on se contacte. J'avais suivi ce que tu faisais, puis j'avais des personnalités que je connaissais de nom. Alors bien sûr Valran du Crayon avec qui on avait fait des interviews par le passé, puis d'autres personnalités, puis d'autres personnalités encore que j'ai découvertes via tes vidéos. Donc voilà, moi c'est que du plaisir. Voilà. Non, mais c'est trop bien, merci. Et puis, du coup, si jamais il y a des gens qui te connaissent pas encore parmi ceux qui écoutent ce podcast, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton travail, présenter qui tu es en quelques minutes? Alors Rémi, de la chaîne YouTube Juste Milieu, 29 ans, ressenti, parce que c'est vrai que malheureusement le réel a des prises sur vous que vous ne maîtrisez pas. Et depuis maintenant 2 ans et demi, j'ai lancé le média, donc un média qui s'appelle Juste Milieu, qui est au départ articulé autour d'une chaîne YouTube. Qui aujourd'hui, on touche du bois, va bientôt souffler sa 350 millième bougie en termes d'abonnés. Donc on est ravis comme tout. On a agrémenté ce projet-là de 2 revues. Donc une première revue qui s'appelle Juste Mensuel, qui est une revue d'actualité à notre sauce, donc avec le commentaire de l'actualité avec le pas de côté. Donc un pas de côté qui peut être celui du rire, bien sûr, que j'essaie d'avoir en vidéo, d'essayer de traiter l'actualité en garantissant le rire et si possible le sourire à minima. Et dans la revue, donc ça peut être par exemple le cinéma, donc les grands films qui éclairent des thématiques de l'actualité comme le transhumanisme ou autre. On est une jolie bande de copains pour cette revue-là, avec toujours ce pas de côté. Et la deuxième revue qui s'appelle Le Banquet, qui est un petit plaisir que je me suis réservé. On est simplement éditeur, nous, avec Juste Milieu. Et l'idée, c'est de ressusciter le format de revue d'idées, où on reçoit des gens d'horizons complètement différents, d'opinions complètement différentes, et qui se retrouvent dans une même revue pour écrire des articles sur le sujet de leur choix, ce qui pousse un peu à l'agilité du cerveau à la lecture, parce qu'on va d'une idée à l'autre, d'un thème à l'autre, et c'est vraiment là ce petit plaisir. On a aujourd'hui plus de 12 intervenants différents, qui vont de la politique avec Jacques Cheminade, avec Florent Philippot, avec Georges Kuzmanovic, en passant par un historien qui s'appelle Johan Soliren. On a Louis Fouché, on a des personnalités qui sont aussi connotées médiatiquement, mais c'est aussi l'idée, c'est-à-dire sortir de la folie des médias, la folie des réseaux, pour voir ce que les gens peuvent écrire, ce qu'ils peuvent penser. Et je pense que le format change aussi l'appréhension qu'on a des actualités. Donc voilà un petit peu l'aventure Juste Milieu, le traitement de l'actualité avec le pas de côté, le plus souvent celui de l'humour, et comment on peut regarder l'actualité un petit peu différemment en sortant des hystéries qui se succèdent à vitesse grand V. Justement, on en parlait quand on cliquait et qu'on se rejoignait sur cette visio. Tu me disais, ils nous font une rentrée politique assez forte en couleur cette année là. Ton retour de vacances a été dynamique, tonique. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire. C'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes.
Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Ah oui, là, ils m'ont pas ménagé. Hein. Bon, ça me fait pas de mal, on me dira, mais c'est vrai que ils ont été bouillants très vite. Alors, avec malheureusement des dynamiques qui deviennent de plus en plus éculées, de plus en plus visibles. C'est-à-dire, un écran de fumée succède à un autre écran de fumée. Donc, on a eu l'abaya, hein, les débats autour de l'abaya à l'école et son interdiction, qui succède à l'affaire d'un rugbyman qui a eu des antécédents judiciaires. Enfin, et c'est tout le temps pointé du doigt par des partis politiques en mal de reconnaissance médiatique. Donc, qui LFI, qui le RN, qui LR, parce qu'il en reste. Donc, on voit tout ça. Malheureusement, au bout du compte, on se rend compte souvent trop tard que ceux qui en pâtissent le plus sont les Français, parce que pendant qu'on parle de l'abaya, disons qu'on a encore et toujours des familles, qu'elles soient musulmanes ou pas, qu'elles soient chrétiennes ou pas, quelle que soit leur religion, on a des familles qui font un choix entre manger et acheter des fournitures scolaires. Donc, on a ces débats-là qui occupent tout l'espace médiatique et qui occultent d'autres débats qui, à mon avis, me semblent plus importants. Donc voilà, ils ont attaqué très fort et ça va être, à mon avis, un parcours du combattant parce que les européennes arrivent l'année prochaine. Et donc tout le monde va vouloir bien figurer pour espérer récolter le plus grand nombre de voix. Donc on n'a pas fini. Puis les européennes qui elles-mêmes seront annonciatrices des présidentielles de 2027 et ainsi de suite. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est là, tu viens de citer différents partis politiques. Tu dis LFI, LFI nous fait son cinéma, le Rassemblement national nous fait son cinéma. Et en fait, c'est ton approche aussi où en effet, il y a des choses graves qui se passent dans notre pays et en effet, on se pignole, désolé pour j'ai pas trouvé de mots plus adaptés. On se pignole sur des sujets centrés sur des trucs de politiciens, voilà, et qui traitent pas les sujets de fond. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est justement ce côté où tu peux mettre autant sur la gauche que sur la droite, parce qu'en fait, c'est au final, il y a certainement un tronc commun très malsain parmi ces gens-là, et du coup on est obligé de le subir, on n'a pas le choix. Et toi justement, j'ai l'impression que ton approche c'est on subit pas, quoi. On essaie d'être le plus souverain possible, le plus au courant possible, le plus au moins en compréhension. Si on n'a pas le pouvoir, on a au moins peut-être la compréhension des événements, quoi, des choses qui Absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'avec Juste Milieu, il y a trois grands moteurs. Déjà, le premier, même si le nom de la chaîne peut induire en erreur, je ne prône pas du tout l'objectivité et la neutralité. C'est pas vrai, bien au contraire. J'assume complètement avec Juste Milieu, donner mon avis, donner mes opinions, traiter les actualités de mon choix. Donc, je ne fais pas comme, par exemple, les fact-checkers qu'on peut voir aujourd'hui, qui se sont posés et autoproclamés gardiens de la vérité. Je précise bien que tout ce qui est dit avec Juste Milieu est biaisé. Parce que de toute façon, un journaliste de base est biaisé. C'était très clair il y a encore 20-30 ans quand on lisait Libération ou Le Figaro, on savait que c'était de droite, on savait que c'était de gauche, on savait où on mettait les pieds. C'est-à-dire c'est comme un restaurant, c'est libanais, c'est chinois, c'est italien. Et aujourd'hui, on a des médias qui nous disent qui n'affichent plus que restaurant et chacun vous explique non mais nous en fait on est neutre, on est objectif, on est la vérité. Sauf que ça n'est pas ce qu'on attend d'eux. Et c'est ce qui me semble un petit peu terrible aujourd'hui et du coup les dés sont pipés parce que tout le monde se revendique de la vérité. Donc de fait, ça devient une foire d'empoigne où on ne sait plus vraiment qui croire et ils sont obligés de recruter des fact-checkers pour vérifier que les infos des concurrents sont bien les bonnes. Enfin, ça devient une sorte d'interville un petit peu bizarre où là encore, à la fin, c'est le citoyen qui veut s'informer qui est un petit peu le dindon de la farce. Donc, le premier moteur, c'est celui-là d'assumer complètement en fait le regard citoyen, le regard subjectif de Juste Milieu. Le deuxième, c'est aussi à la mesure du possible, hein, avec mes petits moyens, de réintéresser les gens à l'actualité. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'actualité est de plus en plus hystérique, il y en a de plus en plus, les chaînes d'infos en continu y ont contribué, à tort ou à raison, ce serait un autre débat, mais on a aussi des gens qui n'ont plus le temps. Donc oui, c'est sûr qu'on va se contenter de Twitter, on va se contenter de YouTube, et je suis bien ou mal placé pour en parler, ça dépend des points de vue. Et donc on a une consommation de l'actualité qui va être de plus en plus rapide et donc de plus en plus restreinte. Et intéresser les gens au fond des sujets, pas nécessairement à des sujets de fond, mais au moins au fond de certains sujets, c'est compliqué. Donc c'est aussi ce que j'essaie de faire. Je pense bien sûr, le moteur, c'était mes parents qui, pareil, s'envoyaient des grosses journées de boulot. Mon père était gendarme, par exemple. Donc c'est pas dans les métiers les plus pénibles du monde. C'est pas infirmier ou infirmière comme on l'a vu. C'est pas dans les chantiers ou autre. Et on a quelqu'un qui effectivement, et ma mère pareil. Quand tu rentres de ta journée de boulot, t'as pas envie de te farcir Le Monde, Libération, Le Figaro, 1 heure de BFM et une demi-heure de RTL pour voir ce qui s'est passé. Donc, ce condensé-là, j'essaie de le faire, même si j'ai une façon de traiter qui est absolument subjective.
j'essaie de parler de tous les partis politiques. Par exemple, dans le format La Farce Tranquille, qui est l'émission politique de la chaîne, je parle de tous les partis politiques, je fais des blagues sur tout le monde, parce que c'est le troisième moteur. Je pars du principe que si on arrive à rire ensemble, c'est déjà ça de gagner. C'est-à-dire, vous pouvez voter Mélenchon, Le Pen, Macron. Si on se fout de la gueule de Le Pen, que vous votez Mélenchon, ça vous fait marrer. Mais quand on se fout de la gueule de Mélenchon, c'est le beau jeu, c'est le fair play. Il faut aussi rire de son camp, ce qui n'empêche pas les convictions et les idéologies. Donc c'est voilà un petit peu les trois gros piliers, si tu veux, de tout ça, dans une actualité où c'est de plus en plus difficile et que, en plus des étiquettes qui aussi contribuent à hystériser le débat, je pense à l'étiquette de complotiste, je pense à l'étiquette d'anti-vax, de réactionnaire, de climato-sceptique, des étiquettes qui se multiplient mais qui au final ne règlent pas grand-chose, si ce n'est contribuer à scinder les débats. Quand on a préparé cet épisode ensemble, on a parlé de plusieurs thèmes qui nous intéressaient. On est tombé sur un thème en commun, que toi tu bossais de ton côté, que je bossais du mien. Et du coup on a dit on n'a qu'à parler de ça pendant un petit bout de temps. Et en fait je trouve que c'est très lié. En fait on a une transition toute faite avec le côté où il faut être au courant de ce qu'on nous sert comme soupe. Et justement le sujet dont on va parler aujourd'hui, le wokisme appliqué au marketing, en fait, c'est pas, ça arrive pas comme les autres soupes qu'on nous sert d'habitude. Là, on veut nous faire passer cette idéologie, quelle qu'elle soit, qu'on soit pour ou contre. En l'occurrence, vous allez vite comprendre que moi je suis contre, et je pense que toi tu donneras ton avis aussi. Mais voilà, mais peu importe ce qu'on nous sert, il y a plein de choses sur les. On nous fait croire que ça devient c'est une norme. Et surtout, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est alors en termes de manipulation des foules, c'est intéressant toujours de faire croire que cette nouvelle chose est une norme, voilà, parce qu'on n'est pas à l'aise avec la nouveauté, etc. Donc si ça devient une norme, c'est plus facile à adopter. Mais ce qui me dérange là-dedans, c'est que tous ceux qui ne seront pas adeptes de cette idéologie seront forcément considérés comme des extrémistes extrêmement dangereux. Et ça, moi, c'est ce point-là qui me dérange. Et donc c'est une partie du problème. Et le deuxième problème, c'est que cette idéologie, elle est diffusée partout et notamment auprès des plus jeunes. Étant père de famille, d'ailleurs aujourd'hui on est le 4 septembre où on enregistre et je viens juste de rentrer de la rentrée scolaire de mes enfants. Du coup, ça me dérange le fait que ça soit diffusé, le soft power qui soit diffusé de manière extrêmement discrète mais très présent, enfin discret. C'est fait c'est fait avec délicatesse, mais par contre on voit bien que c'est là quoi. Et donc ces sujets-là, moi, je voulais absolument en faire un sujet. Et puis quand on a été amené à se rencontrer, à discuter, on est tombé d'accord là-dessus. Et je pense que je peux pas trouver meilleur interlocuteur que toi pour traiter ce truc-là. Donc je suis très très content. Donc ce sera un épisode un peu différent. On a choisi un thème sur cet épisode. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que tu penses déjà ton avis par rapport déjà peut-être à ce que je viens de dire et peut-être ton approche déjà par rapport au thème de manière globale? Je trouve qu'effectivement, il est tout à fait intéressant parce qu'il est actuel, extrêmement actuel. On le voit. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller au cinéma, d'allumer la télévision, de regarder les journaux, d'aller même dans des magasins de jouets. C'est difficile de ne pas être aux prises avec ces débats-là, avec ces sujets-là, qui, comme tu l'as dit, s'imposent aux citoyens jusqu'à s'imposer aux enfants. Donc on y reviendra, mais on a quand même quelque chose qui ressemble à l'hégémonie culturelle dont parlait Gramsci au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire cette volonté de conquérir les esprits sans les armes, mais tout en faisant en sorte que ceux que l'on doit conquérir presque de manière prosélyte, surtout ne les sortent pas les armes. Donc on a une forme de guerre culturelle qui ne dit pas son nom, mais qui aujourd'hui semble assez claire, comme tu l'as dit, ces fameuses grandes cases où soit vous êtes pour le mouvement woke, trait d'union LGBT, soit vous êtes contre. On y reviendra là encore, je dessine un petit peu les contours, mais ce débat d'ailleurs qui est tellement biaisé qu'on demande l'avis de tout le monde, sauf des personnes concernées. Je respecte l'artiste, on aime ou on n'aime pas, ça c'est subjectif, mais je ne vois pas en quoi Bilal Hassani serait le porte-parole de tous les homosexuels de France. Et d'ailleurs, le débat est tellement complexe qu'on ne sait pas quelle est l'articulation réelle entre LGBT et homosexuels. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les homosexuels sont obligés de se retrouver du côté de la cause LGBT? Est-ce qu'ils ont le droit de ne pas s'y retrouver sans être LGBT-phobes? Ça crée des questionnements qui parfois semblent assez contradictoires et qui créent de véritables paradoxes. Sauf que on a un rouleau compresseur qui arrive sur nous. On parlera et qui a des liens sur la vie des entreprises. Pour boucler avec l'un de tes sujets principaux, il y a de réels impacts avec le marketing. On l'a vu avec l'exemple de Budweiser, la marque de bière aux États-Unis, qui est un exemple parfait. Ça arrive gentiment en France. Aujourd'hui, on le voit, par exemple, c'est moins du marketing, et encore que du côté de l'armée américaine, où l'armée américaine enregistre des taux d'entrée de nouveaux militaires parmi les plus faibles depuis 50 ans.
parce que on a la corrélation de deux phénomènes qui ne vont pas, c'est-à-dire l'image du redneck qui s'engage dans l'armée, qui elle est assez fidèle depuis des décennies, face au courant LGBT qui petit à petit s'immisce dans les rangs de l'armée, avec des formations, avec une sensibilisation au discours, ce qui, bien sûr, certaines choses ne sont pas faites pour se rencontrer, un petit peu comme Matt Pokora et la chanson, et du coup ça marche pas, quoi. Ça prend pas, ça a pas pris. Donc voilà, un petit peu tous les contours du sujet que je trouve effectivement passionnant. Je suis ravi d'en discuter avec toi, parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire, et en plus, on peut rebondir sur des questions liées au marketing, à la fois à l'opportunité et la menace que peut représenter ce courant LGBT pour bon nombre d'entreprises. Et même marketing, management, recrutement, tous les pans de l'entreprise sont en fait sont aujourd'hui impactés par cette idéologie. Et tu vois, c'est pas dans mes notes, mais je viens d'y penser à l'instant. Il y a le risque de parler de ces sujets-là. Alors ici, on s'en fout, évidemment. Notre chaîne, on la promeut par de la publicité et par la communication en interne. Donc si on n'a pas de reach sur YouTube, c'est pas grave. Donc en fait, c'est parce que c'est essentiellement les gens qui sont déjà dans notre communauté, qui sont déjà dans ce qu'on appelle l'audience captive, qui vont du coup consulter ça. Donc j'ai pas de problème. Mais il y a un risque de cancel quand tu n'es pas. Tu parlais de Budweiser tout à l'heure. C'est partie des exemples dont on parlera tout à l'heure. Mais il y a un risque de sanction. Et donc en fait, c'est une idéologie où la méthodologie de sanction est déjà dans les statuts un petit peu. Ils l'ont déjà pensé. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette pensée, donc qui est ce qu'elle est. Il y en a qui, voilà, il y en a qui ont des pensées tout aussi farfelues ou cohérentes, je sais pas, mais en tout cas, voilà, elle est là, elle a le mérite d'exister. Et à côté de ça, il y a la sanction, c'est-à-dire si tu n'es pas adepte, donc tu te fais cancel, c'est-à-dire que tu te fais sortir, tu n'as plus de visibilité déjà par les utilisateurs et en plus par les plateformes. Donc, on voit vraiment qu'on est concerné tout le temps et partout par cette idéologie. Donc moi ça me fait plus peur que, alors, premièrement, au départ ça me fait rire, il y a certains thèmes qui sont quand même assez drôles, et puis en plus il y a des trucs qui font flipper parce que du coup quand il y a la sanction imposée à l'idéologie, ça me rappelle des histoires des périodes de l'histoire qui étaient pas très glorieuses, voilà, au XXe siècle. Donc voilà, et peut-être qu'on pourrait commencer par définir justement ce qu'est le wokisme. Alors maintenant ça devient un terme de droite, c'est un terme de droitard. Les gens de gauche, ils veulent plus utiliser ce mot-là. Oui, je sais pas trop comment tu vois le truc. Et toi, déjà, comment tu le définis, toi, le terme woke? Alors là, déjà, rien que ça, c'est difficile. Et c'est déjà, est-ce que le courant woke doit se lier au mouvement LGBT? Déjà, rien que là, on pourrait se mettre à dos bon nombre de personnes. Et à raison ou pas, mais c'est la preuve que y a une complexité dans les termes mêmes. Le courant LGBT auquel le terme LGBT auquel il a fallu rajouter un plus pour que cela intègre d'autres mouvements, je sais pas d'ailleurs comment on peut le définir. Donc d'emblée, ce qui est complexe, c'est pas le genre de la maison. Et puis je pense que à titre tout à fait personnel, je crois que ce qui se comprend bien s'énonce clairement. On a d'emblée un mouvement qui, de par ses définitions mêmes, n'est pas clair. On l'a dit de par le point de vue intégratif, c'est-à-dire que est-ce qu'une personne transsexuelle doit automatiquement se sentir membre d'une certaine manière de ce club nouvellement créé? Est-ce qu'elle a le droit de ne pas l'être sans se faire insulter ou catégoriser? Ce sont d'abord à ces questions-là, en fait, tu veux, que j'ai envie de répondre, parce que le mouvement, leur woke en français, on pourrait le traduire, c'est le mouvement éveillé, ça veut dire éveillé. Ce qui est d'ailleurs paradoxal parce qu'on a vu du côté des non-vaccinés des gens qui s'appelaient des résistants entre autres, mais qui aussi se disaient éveillés et qui pourtant dans la grande largeur rejettent et combattent le mouvement woke. Donc c'est marrant de voir que c'est un thème assez passe-partout finalement, Oui. que tout le monde peut s'auto-attribuer sans grand mérite. Mais après voilà, il y a des origines diverses. On parle beaucoup, c'était notamment sur le thème de privilège blanc, je crois, qui avait été fondé par une certaine Peggy McIntosh aux États-Unis, fin du XXe siècle, et en fait qui était une sorte de bourgeoise américaine, tout ce qu'on peut imaginer, façon Desperate Housewives, quoi. Donc en plus, on a parfois des contradictions. Ce que, à titre personnel, en ayant creusé un petit peu le thème, l'une des racines que l'on peut trouver dans le mouvement woke, c'est le courant de déconstruction qu'on avait eu dans la philosophie française dans les années 60, donc avec des gens comme Gilles Deleuze, comme Guattari, comme
Michel Foucault, bien évidemment, ce qui avait eu un immense succès déjà à l'époque aux États-Unis. C'est un courant de philosophie, le déconstructionnisme. J'ai toujours du mal. On va dire déconstruction, courant de déconstruction en philo, qui avait traversé l'océan pour aller aux États-Unis. Et c'est un petit peu comme la gastronomie, quoi. On leur a envoyé les plats français, ils nous ont envoyé McDonald's. Et là, en fait, on reprend en pleine gueule un des grands mouvements, ou en tout cas, enfin, disons un des sous-mouvements de la philosophie française au XXe siècle. Donc, l'une des origines, c'est celui-là, c'est-à-dire la déconstruction de par la négation des sexes. Ça, c'était déjà le cas à l'époque. En tout cas, des questionnements sur ça. On a eu la négation des races, avec la suppression notamment du mot race dans la Constitution française. Donc, on pensait qu'en supprimant le mot, on supprimait le mal. Sauf que, on a malheureusement vu que le racisme ne fait que continuer à exister. Et d'ailleurs, peut-être est encore plus présent dans nos sociétés. Donc, voilà, c'est très compliqué, tout ça est très flou, tout ça est très mouvant. On a certaines origines, certaines racines que l'on pourrait deviner. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on ne sait pas où donner de la tête parce que, pour revenir à la question que je posais au tout début, est-ce qu'un homosexuel, est-ce qu'une personne transsexuelle, est-ce que ces gens-là sont obligés de se ressentir dans le mouvement? Même ça, c'est pas clair. Moi, j'aime bien dire, quand on définit une marque, quand on définit un positionnement de manière générale, il y a les choses pour lesquelles on se bat, qui sont nos attributs. Et en fait, ça peut être vague. On peut avoir des attributs qui sont un petit peu divers et donc du coup on a du mal à identifier l'unité, à vraiment positionner l'entreprise notamment ou le mouvement, l'idée. Et donc du coup qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour que ça soit plus simple de compréhension? On définit non pas pourquoi on se bat mais contre quoi on se bat. Et là par contre je pense que les différentes catégories qu'on peut mettre comme étant adeptes du wokisme se battent tous contre la même chose qui est la dominance du mâle blanc hétérosexuel, cisgenre, alors même si c'est un mot que je m'autorise pas de dire, là il faut le donner, ça fait partie de la sémantique, et encore pire, catholique, alors là on n'en parle même pas. Donc en fait, j'ai envie de dire presque l'ennemi commun, il est facilement trouvable, et après les gens qui se rallient à ça, ils peuvent faire partie un petit peu du mouvement, quoi. Oui. Absolument. Alors après c'est déjà là encore on pourrait s'amuser à aller chercher les paradoxes. Enfin, à partir du moment où vous niez l'existence des sexes pour reconnaître celle des genres, comment pouvez-vous livrer bataille au mal dans la mesure où les mâles sont censés ne pas exister? Pour commencer à entrer effectivement dans le réacteur, on va dire. Il y a ça effectivement, il y a ce bouc émissaire qui est désigné avec un mode de désignation qu'on comprend pas bien parce que c'est la raison même du combat et ce pour lequel on le désigne. Moi, j'espère bientôt l'interviewer sur Juste Milieu, mais j'invite nos auditeurs vers une dame qui s'appelle Marie-Jo Bonnet, qui est une des fondatrices du mouvement de libération des femmes il y a quelques décennies maintenant, qui est une historienne du courant lesbien, qui est une historienne de la cause des femmes, donc qui est quelqu'un à qui on ne peut surtout pas faire le reproche de ne pas maîtriser le sujet, à l'inverse de beaucoup d'autres qui inondent nos plateaux TV. Et cette dame défend une théorie alors que je résume, et j'invite bien sûr nos auditeurs à aller regarder ses travaux directement. Je vais sûrement le résumer grossièrement et pas aussi brillamment qu'elle le fait, mais elle pose la question du courant transgenre comme d'un moyen supplémentaire de dominer les femmes. Parce qu'on a aujourd'hui un exemple parfait dans le monde du sport. Vous voyez donc des personnes transgenres qui réclament la possibilité de concourir avec les femmes, par exemple, le plus souvent avec les femmes, certaines personnes transgenres qui vont aussi vers les hommes, mais statistiquement, je crois qu'on a une certaine majorité qui va vers les femmes. Et on voit en fait des compétitions qui sont complètement biaisées. On a eu par exemple en UFC, donc les combats libres, on a vu une concurrente transgenre qui avait fracassé les crânes de ses adversaires. Des choses terribles. On a vu en haltérophilie, on a vu en natation, en athlétisme, beaucoup d'athlètes. Et la question se pose sérieusement aujourd'hui. Alors c'est l'exemple du sport, mais on peut le trouver ailleurs. C'est-à-dire que est-ce que, et je caricature volontairement et je veux surtout pas faire bondir nos auditeurs, mais est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit un sportif ou par exemple dans le monde de l'entreprise, un homme qui ne perce pas, qui n'arrive pas à arriver à ses fins en tant qu'homme, la société doit se poser la question de savoir si les facilités sociétales accordées désormais au statut de transgenre, à la position de transgenre, ne lui permettront pas de doubler les femmes qu'il n'a pas réussi à doubler en tant qu'homme. C'est une question qui peut sembler bête, mais c'est au moins pour prendre en conscience ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on arrive en fait à un renversement complet de l'existence même des sexes, d'un nivellement entre les individus qui n'a jamais été aussi affiné.
C'est-à-dire que quand on voit toutes les différentes cases que comprend le mouvement LGBT, c'est difficile maintenant. Il va falloir accorder les mêmes droits à tout le monde en fonction de ci ou ça. Ça devient très complexe. Même réaliser un film comme Blanche-Neige devient un parcours du combattant. C'est que vous n'avez même plus de nains. Vous avez des créatures magiques. Enfin, ça devient dingue. Ça devient dingue. Et les entreprises, effectivement, sont piégées là-dedans. Et je crois qu'il y a deux cases. Il y a celles qui vont tout mettre en œuvre, mais par peur du bad buzz, comme on dit. Je pense sincèrement que il y en a très très peu qui en ont quelque chose à faire de la question de l'inclusivité. Et il y en a d'autres qui vont fonctionner normalement parce qu'il y a aussi une question qui est un petit peu rude mais qu'il faut se poser. Statistiquement, quel est le poids démographique représenté par ces personnes qui réclament l'arrivée du courant LGBT, la domination du courant LGBT et son application dans tous les domaines de nos vies. Il y a aussi cette question-là à se poser. Tu t'en parlais tout à l'heure, tu prenais l'exemple de Budweiser du coup, qui était si jamais vous connaissez pas, on dit souvent une Bud, c'est la bière. Comment on peut la décrire? C'est la bière que tu bois devant un match de football US, un truc comme ça quoi. Ouais. Un truc ultra mec, ultra barbecue, ultra drapeau américain accroché au camping-car, enfin ultra conservateur en fait. J'ai un peu l'impression au départ dans l'idée comme ça, l'image qu'on en a, le branding qu'on en a, c'est un petit peu ça, non? Oui, absolument. Mais comme une grande majorité des marques de bière, c'est un positionnement marketing qui est assez classique, qui peut effectivement là, on va dire, pérenniser les clichés et les lieux communs. Mais c'est vrai que en soi, en tout cas, la cible de clientèle telle qu'on peut le voir sur les segmentations de marché, c'est assez clair. C'est le genre de bière. Je vais faire ma petite touche d'humour, mais c'est le genre de bière pour la boire, il faut que tu demandes à ta gonzesse d'aller te la chercher. Voilà, sinon t'as pas le droit. En gros, c'est ça. C'est vrai que voilà. Et du coup, ils ont eu une idée. Alors, ils ont intégré une nouvelle directrice marketing. Qui n'est plus d'ailleurs, qui est passé à autre chose d'entre-temps, et qui a du coup décidé de prendre un influenceur, une influenceuse. Alors là par contre, je suis pas assez technique pour ne pas mégenrer, mais donc transgenre, c'est ça. Et donc du coup, est-ce que t'as entendu parler un petit peu du sujet? Moi, ce qui m'a plu là-dedans, alors j'ai quelques chiffres. Là, ils ont perdu 20 millions de dollars sur les premiers mois où ils ont perdu 20 millions de dollars en valo et en chiffre d'affaires, je sais plus, mais c'est énorme aussi. Et moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est le retour de bâton qu'ils ont pris. Ils sont fait d'abord, les conservateurs ont décidé de ne plus boire ces bières-là. Ils ont eu des réactions. Alors, c'est les Américains, ils se sont filmés et puis ils ont pris des calaches ou des trucs. Ils ont tiré dessus, à balles réelles sur des packs de bière pour dire qu'ils étaient contre. Du coup, la marque de bière s'est excusée d'avoir fait ce choix, etc. Alors, ils sont pas excusés comme ça, mais ils ont mis des mots ultra maladroits et du coup, après, c'est les woke qui se sont retournés en disant, mais attendez, mais vous excusez de quoi, machin, etc. Du coup, ils se sont fait cancel par les deux bords. C'est juste hallucinant. Mais cet exemple, il me donne du baume au cœur parce que pour aller vraiment sur les questions marketing, on voit que là, pour le coup, c'est vraiment un positionnement. Budweiser n'en a rien à cirer de la question de l'inclusivité. Et en plus, symboliquement, peut-être qu'on y reviendra, mais ce qui est fou, c'est de voir ce retour de bâton qui est hautement salvateur et savoureux sur des entreprises qui, d'une certaine manière, ont contribué au problème. C'est comme, si vous voulez, les grandes entreprises, les grands constructeurs automobiles qui aujourd'hui vous vendent des voitures vertes. Mais qui vendait les voitures polluantes en amont? Si c'était vraiment leur leitmotiv depuis le début, fallait le faire depuis le début. On le savait que le moteur thermique, ça fait quand même un certain paquet d'années qu'on peut savoir que ça pollue. Donc, ces entreprises qui ont contribué au problème pour mieux vous vendre la solution, on a un cycle d'affaires qui est formidable. Sur le plan business, c'est vrai que c'est génial. Mais ça devient grossier. Et aujourd'hui, ça se voit. Et sur la question woke, il y a ce phénomène qui déjà commence à être théorisé par des universitaires qui parlent de get woke, go broke. Oui. On voit aujourd'hui, effectivement, ce retour de bâton terrible parce que vous ne pourrez jamais rien ne pourra davantage contenter vos consommateurs que votre produit, à mon avis. Et le discours que vous pouvez proposer, qui va être de plus en plus fort, de plus en plus poussé, de par l'écho qu'ont les réseaux sociaux, de par la multiplicité des causes que vont avoir vos consommateurs, mais au bout d'un moment, ça devient injouable. Vous n'êtes jamais trop bien pour un consommateur. On le voit même en France avec des marques de cosmétiques bio. Par exemple, c'est l'entreprise Lush qui, vous rentrez dans une boutique, alors déjà... t'as les yeux comme ça, le nez... Voilà. Tu sors, c'est Red Charles, t'as plus rien qui fonctionne. Et ils vous disent, non testé sur les animaux, ils vous disent tout ce que vous voulez. Et il y a environ 10 ans, je crois, quelque chose comme ça, ils avaient été épinglés par un reportage d'investigation qui avait montré que c'était pas si parfait que ça. Donc aujourd'hui, on le voit sur la question woke, mais
bon nombre d'entreprises aussi qui constatent qu'elles ont mis des trésors de pognon, notamment en marketing, pour défendre une cause. Et au fond, on ne les attend pas là-dessus. Et vous ne pourrez jamais terrasser un consommateur. Avec le courant woke et la diversité des causes, c'est encore plus explosif, quoi. Le principe du marketing, alors pour le coup, c'est un sujet que je traite dans mon travail. C'est l'essentiel de mon travail. Le marketing, c'est comprendre un peu les habitudes de consommation, enfin comprendre beaucoup les habitudes de consommation de mes clients, comprendre en fait leurs problèmes, comment ils en parlent, etc. Et donc du coup, on pourrait dire que si ils prennent le virage woke, c'est peut-être parce que c'est des bons marketeurs et que justement il y a un changement d'idéologie. Donc c'est tiré par le consommateur. En l'occurrence, on voit que c'est pas le cas. Disney, sur les 8 derniers films, 1 milliard de manque à gagner. Donc on peut estimer que ce n'est pas un product market fit satisfaisant. Gillette, moins de 13% de leurs revenus. Bud Light, là je viens d'en parler, c'est 20 millions en moins. Et donc c'est 20 millions d'euros de dollars de chiffre d'affaires, de chiffre d'affaires. Et sinon le Modelo, pareil, c'est Modelo du coup qui a récupéré les consommateurs de Bud Light, donc c'est une autre marque de bière. Ils ont fait plus 333 millions en mai. C'est juste énorme, c'est un tiers de milliard. En plus, en récupérant la part de Bud et en se positionnant de manière neutre, même pas en se politisant, en restant neutre. Et donc du coup, c'est assez hallucinant. Donc factuellement, ça ne fonctionne pas. On voit Netflix. Alors Netflix, c'est plus compliqué d'obtenir les chiffres, mais depuis que Netflix sort des abominations, des diableries woke, même dans l'espace enfant, on voit que ça marche pas très bien. Alors ils font croire que c'est parce ils ont changé leur grille tarifaire. Moi je ne pense pas. Plusieurs fois j'ai pensé arrêter Netflix parce que justement voilà, et donc j'imagine ne pas être le seul dans le monde. Je pense que Netflix étant maintenant un must-have, comme on dit dans la consommation, je pense que ça va changer. Et donc du coup, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas leur truc. Ouais, je pense que c'est peut-être une négation de l'un des piliers qu'on peut apprendre en école de commerce ou quand on s'intéresse à la question marketing, sur la pyramide de Maslow, avec les différents besoins qu'a un citoyen au cours de sa vie. Et je crois que toute cette question marketing s'articule sur le besoin d'appartenance. C'est-à-dire le fait que quand on achète un produit, finalement, si on l'applique au marketing, quand on achète un produit, on intègre une communauté. Alors jusqu'à présent, c'était par exemple l'exemple parfait d'Apple, cette communauté Apple qui va jusqu'à peut-être accrocher les boîtes tellement elles sont jolies et design sur un mur. Mais on voit que là, on a des entreprises qui tentent de renverser la logique d'appartenance en disant à leurs consommateurs, si on reste sur l'exemple de Bud Light, bon bah vous êtes conservateur, vous votez Trump, vous avez une coupe mulet, vous aimez les armes. Et à partir de maintenant, la figure qui va représenter votre bière, c'est quelqu'un qui est à l'opposé de vous. Et d'ailleurs, en tout cas, des gens autour de lui qui tiennent des discours contre vous. Donc, c'est même plus une logique d'appartenance. C'est pas une personne que vous détestez, mais c'est une personne qui vous déteste qui va vous représenter. Voilà. Bien sûr, c'est assez dingue. C'est que, à la limite, on peut changer d'égérie. Et beaucoup de marques s'y sont essayées, se sont déjà cassés les doigts. Quand Fabien Barthez faisait la pub du Big Mac au moment de la Coupe du Monde 98, bon bah les gens qui avaient des cheveux ne sont pas sentis heurtés. C'était pas très grave. Mais je pense qu'aujourd'hui, on prend par exemple une personnalité publique française comme Omar Sy, qui a eu des positions sociales assumées. D'accord, on n'est pas d'accord, le débat n'est pas là. Mais je pense que des gens pourraient se sentir heurtés, c'est peut-être un petit peu fort, mais pourraient ne pas accepter ce changement d'égérie alors qu'ils étaient consommateurs de la marque jusqu'à présent. Parce qu'il y a cette question de position sociale et qui peut aller même à l'encontre de certains consommateurs d'une marque. Et en l'occurrence, sur Bud Light, on voit que cette personne qui devient l'influent, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui d'ailleurs qui a été l'égérie de beaucoup de marques, en plus, il appartient, alors c'est pas contre lui en tant qu'individu, mais le discours qu'il représente, en plus, se construit contre les consommateurs actuels de Bud Light. Donc là, on a un choix. Alors, avec mes petites connaissances en marketing, je veux pas faire des leçons aux marketeurs de l'entreprise américaine qui doivent être des brutes en la matière, mais on a un choix qui semble complètement con. Excusez-moi les mots, mais ça semble complètement con. Exactement. Et là, on a beaucoup parlé en fait dans nos exemples du cas LGBT, mais il y a également du coup le pendant sur l'inclusivité des minorités, de couleur racisées, comme ils disent. Et du coup, on voit aussi le cas de LeBron James qui s'est positionné comme le porte-étendard du Black Lives Matter. Et pareil, la NBA, c'est moins 50% d'audience, ce qui est extrêmement bizarre puisque
sur la période où LeBron James du coup faisait de la politique en fait. Alors que c'est pas ce qu'on lui demandait. Et alors que le basket pour le coup, la représentativité des personnes de couleur noire n'est pas à remettre en cause quoi. Elles sont réellement représentées. Donc il y a quand même un sujet. Tout à l'heure tu parlais également de Barthez. Ça me fait penser. J'ai mon coach de sport qui est camerounais, qui est un ancien joueur de foot pro, et j'adore ce bonhomme en plus du fait qu'il soit très professionnel, etc. On a des conversations hyper intéressantes, et notamment on est tous les deux grands fans de Game of Thrones. Et donc du coup, je lui demandais ce que ça lui faisait d'avoir des Targaryens qui étaient de couleur, qui étaient non blancs et qui du coup avaient des cheveux jaunes, même voire blancs. Et du coup, pour lui, c'est du ridicule, quoi. Il est hors de question pour lui. Alors, je répète ce qu'il me dit. Hein, peut-être qu'il me fera le commentaire si je déforme. Et peut-être que je prendrai des burpees en plus. Mais du coup, pour lui, il est hors de question en fait que ça soit le contraire, quoi. Que ça soit un blanc aussi il trouve ça complètement débile. Et il aimerait pas non plus le contraire en fait que les grandes figures de sa communauté entre guillemets, pas du tout, mais parce que c'est des Américains, lui il s'en fout, mais bon bref, en tout cas qu'il y ait des noirs remplacés par des blancs dans des séries, quoi. Je trouve ça complètement débile, quoi. Ouais, c'est vrai que sur ce point-là, on est sur un débat complexe parce que on en parle peut-être même avant l'apparition du courant woke, mais on peut le comprendre, par exemple, sur les films de super-héros. Ça, effectivement, le discours qui est de dire, bah ouais, mais il faut aussi que les petites filles, les petits garçons grandissent avec des marqueurs, avec des héros, avec des symboles qui puissent peut-être les aider dans la phase adolescente puis la phase adulte. Ça, on peut tout à fait comprendre. Donc, par exemple, Black Panther chez Marvel, c'est excellent. Exactement. Enfin, je trouve à titre personnel que ouais, bien sûr, non, mais je partage à 100%. Que c'est vraiment chouette et que on ne peut pas se cantonner aux symboles. Alors certes, qui nous sont attribués, mais tu parlais de NBA, bah c'est sûr qu'un petit garçon afro-américain qui est né à Chicago, il a peut-être envie d'avoir d'autres marqueurs que Michael Jordan, quoi, ou LeBron James. Donc c'est bien d'ouvrir le champ, qui est aussi des chanteurs, des acteurs et tout ça. Ça, je trouve ça vraiment super. Mais là, grâce ou à cause du courant woke, on a passé un cap où vous avez, par exemple, c'était un film ça se passait en Angleterre. Sur la couronne d'Angleterre, je crois que c'est Netflix qui a fait ça il y a pas longtemps. Non, pardon, les chroniques de Bridges. Oui, t'as raison. En fait, c'est la reine d'Angleterre est noire, oui. Voilà. Il y avait des choses comme ça, des personnalités historiques, enfin, supposées blanches. Alors, j'étais pas là pour le constater à l'époque, mais et qui deviennent remplacées pour des questions de visibilité où on met des acteurs ou des actrices noires en disant oui, mais ça va dans le même sens. Et je trouve que pour le coup, ce discours-là, je le sépare bien de ce qu'on disait avant sur l'importance pour les jeunes d'avoir ces figures-là. Là, on passe complètement à autre chose. Là, c'est vraiment un choix volontaire parce que si demain on fait un film sur Nelson Mandela, bah, j'ai pas envie que ce soit Danny Boone. Ça aurait aucun sens. Ce serait débile. Ce serait profondément con. Et je pourrais tout à fait comprendre que les Sud-Africains, que le peuple africain plus largement, des différents pays d'Afrique, se disent non mais attendez, vous foutez de notre gueule, quoi. Donc c'est comme quand il y a eu le film sur De Gaulle. J'aurais pas été super content si ça avait été Will Smith. Voilà, et en fait, on en vient à mélanger tous ces débats-là. On dit non, mais finalement, c'est la même chose. Et je pense, mais pas du tout. Je ne pense pas du tout parce que vous dites à un petit garçon ou une petite fille, d'ailleurs, quelle que soit sa couleur de peau, que finalement ces personnalités historiques n'ont rien à voir avec ce qu'on lui apprend à l'école. Ça devient absurde. En fait, ça devient absurde et c'est toute la difficulté de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un mélange des débats où on abétit plus que jamais les citoyens. On fait tout en sorte pour qu'ils ne comprennent plus rien. Et donc, on en vient à des discours sans queue ni tête, mais auxquels on est obligé d'adhérer, parce que sinon, comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment un rejet qui se met en place et qui devient aujourd'hui assez violent, alors qu'au départ, c'est absurde et tout le monde peut s'en accommoder, indépendamment des questions de religion, d'origine. Bien sûr. Antoine Griezmann qui se grime, qui se déguise en basketteur noir sur les bancs de la NBA pour déconner. Alors déjà, c'était de mauvais goût, c'était nul. Bon, ça, ok, il n'y a pas de débat. C'est de l'appropriation culturelle. Cléopâtre, qui par contre, du coup, était grecque de souche, quand elle devient noire dans une série, là c'est ok. Donc, ma question, c'est est-ce que ça va toujours dans le même sens ? Faudrait prendre exemple par exemple. Parce que j'ai peur qu'on soit qu'on grossisse le trait sur des débats qui n'ont rien à voir. Là, on parle de questions de couleur de peau, on pourrait parler de questions de religion, on pourrait parler de questions d'appartenance sexuelle.
Je crois que tout ça est très compliqué et justement, il faut le prendre avec distance, il faut le prendre en gardant la tête froide et il faut voir, à partir du moment où on utilise des expressions toutes faites qu'on impose aux chausse-pieds dans les cerveaux, il faut voir ce que ça peut cacher derrière. Par exemple, pour aller sur un autre débat qui pourrait être lié avec ce qu'on se dit là, sur la question de la gestation pour autrui, qui est un débat hautement explosif, hautement sensible et à raison. Mais sur ce débat-là, par exemple, j'ai une ligne qui est un petit peu plus presque marxiste. Ce qui n'est pas franchement mon genre, mais un profond respect pour le travail historique et philosophique qui a été fait par Karl Marx. Pour moi, si vous voulez, sur le plan sociétal, je croirais les discours qui défendent la GPA quand on nous expliquera que des femmes riches portent les enfants des femmes pauvres. C'est assez terre à terre comme point de vue, c'est peut-être assez idiot parce qu'effectivement ça s'accommode, normalement ça s'accompagne d'études plus profondes et de réflexions plus profondes, j'en conviens. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit un discours très humaniste où on nous explique mais la GPA, voilà, je roucasse des trucs, ça doit être un coup des Russes. Les aléas du direct. On nous explique qu'il y a ce discours hautement humaniste, encourager la GPA, c'est formidable et tout ça. Et oui, sur le plan purement humain, oui, l'égalité entre les citoyens, pourquoi pas, le droit à l'enfant, et encore que ce serait aussi un débat, mais par contre, je n'ai jamais entendu quelqu'un expliquer et dire, attendez, parce que quand même, quand on observe la situation, on a beaucoup de femmes qui viennent des couches sociales les plus pauvres, qui, elles, portent des enfants, mais dans l'autre sens, c'est rare, quoi. C'est quand même plutôt rare. Donc, je suis, voilà, c'est toujours ça qui m'embête dans les débats qu'on peut poser aujourd'hui, surtout les débats sociétaux, parce qu'en vérité, après la couleur du maillot de l'équipe de France de foot, on s'en cire, mais sur ces débats importants, on a souvent des explications toutes faites qui arrivent, des questions toutes faites qui arrivent, et qui, la plupart du temps, cachent d'autres réflexions. Pour revenir à ce que tu disais sur la question de l'appropriation culturelle, pour moi, et là encore, ça n'est que mon avis, je pense que le débat est nul et non avenu dès le départ. Qu'est-ce que ça veut dire l'appropriation culturelle ? On mélange énormément de choses. Parce que quand vous parlez de ce débat, on va vous parler de la colonisation, on va vous parler de la décolonisation, on va vous parler de la néocolonisation, on va vous parler des économies actuelles de pays d'ailleurs qui seront censés, qui sont apparemment les cibles de l'appropriation culturelle. Et effectivement, ça ne semble pas revenir dans l'autre sens. Mais ça en devient profondément débile. Si on prend ces grilles de lecture, ça veut dire quoi ? Les iPhones sont assemblés en Chine, donc on n'a pas le droit de les utiliser en Amérique. Enfin, je dis quelque chose de volontairement idiot. Hein. Oui, bien sûr. Je ne comprends pas, en fait. Je respecte la sensibilité des personnes qui se sentent heurtées par cela, mais le débat qui, en effet, médiatiquement, où on a des articles entiers de Libération qui nous dit les dreadlocks, symbole de l'appropriation culturelle, et on fait un lien avec le colonialisme, mais je m'assois parce que c'est fou, c'est complètement fou. Je partage. On n'a pas de réponse toute faite. Hein. Vous avez bien compris, hein, cher auditeur, c'est une réflexion ouverte, continue et voilà. Et ce qui aide pas à la réflexion, c'est que tous les éléments nouveaux que l'on découvre au fur et à mesure de l'actualité sont des trucs lunaires. Il n'y a pas de, il y a que des trucs complètement lunaires. Donc forcément, c'est pas simple d'avoir une réponse. Et puis il y en a pas en fait, une réponse à ça. Tu parlais tout à l'heure du fait que les marques qui embrassaient le mouvement woke ne l'embrassaient peut-être pas au final, elles le faisaient peut-être par contrainte. Et notamment, il y a un truc dont je voulais te parler, c'était le Pride Month, le mois où votre Uber que vous voyez arriver sur la map et du coup aux couleurs du drapeau LGBT, les différents logos dans les pubs sont aux couleurs LGBT, etc., etc. Comment tu le vois ça et tu penses que ça pourrait être quoi la sanction des foules si certaines marques ne le faisaient pas, si Uber arrêtait d'avoir ces petites icônes de voiture, toute son iconographie LGBT, je sais pas. Je pense il y a deux choses. La première, c'est que tu as quelque chose de, même quand on regarde les entreprises, presque darwinien, quoi. C'est-à-dire que les grosses entreprises résistent à tout. Elles sont en haut de la chaîne alimentaire, elles sont quasiment en haut de l'évolution. Uber aujourd'hui, en termes de stratégie, pourra difficilement faire autre chose. Alors peut-être un jour nous faire voyager dans des hélicoptères individuels ou par drone, j'en sais rien, mais sur la logique de marché, Uber semble être en haut de la pyramide de l'évolution. Donc on a des entreprises, au fond, qui ne prennent pas vraiment de risques en faisant ça. Pour elles, je veux dire, si vous avez, je sais pas, 5% des clients d'un marché, que ce soit la France, l'Angleterre ou les États-Unis, 5% de clients qui arrêtent d'utiliser Uber,
c'est pas très grave. Vous prenez la masse de ceux qui en auront rien à faire, qui voient juste une couleur qui change sur leur écran. C'est quand même, à mon avis, assez massif, assez important. Et les clients qui vont utiliser Uber expressément parce que la voiture est aux couleurs du drapeau LGBT, là encore, je suis pas certain que ce soit la moitié de la Chine, quoi. En termes de population, je suis quand même pas sûr. Donc, il faut aussi le remettre en perspective. Ce que tu disais tout à l'heure, on est sur des débats qui sont complexes. On a envie d'avoir un avis ferme et définitif parce que ça nous rassure. On a horreur du vide, on a horreur de ne pas savoir ce dont on parle et ce qui se passe autour de nous. C'est tout à fait normal. Mais parfois, il y a des débats, il faut aussi les remettre en perspective. Et au fond, on parle de Uber. Demain, vous avez une petite boulangerie qui arrive dans le Marais, enfin, là, ce serait peut-être je me trompe de secteur, mais qui arrive dans le 11e arrondissement à Paris, et qui met toute sa vitrine aux couleurs LGBT, tout ça. Personne la connaît, personne connaît le proprio. L'impact business est tout de suite plus important en termes de en termes de comment le client va percevoir la boutique. Ouais, de tribalisme, tu vas forcément avoir de l'adhésion juste par le tribalisme. Mais je suis 100% d'accord. Mais du coup, tu me mets dans un fauteuil pour ma transition. Ma transition, c'était, je l'ai nommé comme ça, la vaste arnaque du RSE. Donc du coup, si le Pride Month n'a aucun impact sur le business, autant d'un point de vue négatif que d'un point de vue positif pour les marques, et que, on le sait, ça nourrit la note RSE, qu'est-ce que cache le RSE alors ? C'est ce que je voulais dire sur le deuxième volet qui est en lien avec ça. C'est que on a cet aspect darwinien d'entreprise. La plupart des entreprises qui font ça n'en ont rien à cirer. Il y a peu de startups qui se lancent avec un discours woke. Alors RSE peut-être un petit peu plus, mais en tout cas woke LGBT. Rares sont les startups qui se lancent avec un discours ultra marqué. Vraiment, enfin, il y en a sûrement, hein, mais à ma connaissance, c'est quand même pas la majorité. Donc on a cet aspect-là, et on a aussi un aspect qui rejoint ta question sur le RSE, la RSE, qui est l'immense mauvaise foi de tout ça. L'immense mauvaise foi. Je raconte une anecdote qui n'est pas certes passionnante, peut-être le moment d'aller se servir un coca, mais c'est pas grave. J'étais à Disneyland Paris il y a pas longtemps. J'aime bien ça, j'aime bien les manèges, j'aime bien les attractions, c'est comme ça, c'est malheureux. J'étais à Disneyland et vous avez la parade. Moi, j'étais content, j'avais mes oreilles de Mickey, j'étais beau comme tout. Il y a la parade dans le parc et tout le monde qui danse et c'est génial. Et il y avait des petites affichettes dans le parc sur des écrans, c'était marqué le week-end, je crois, de la Pride qui allait avoir lieu à Disney, le week-end de la Pride, tout ça, l'inclusivité, Disney, LGBT, tout va bien. Et là, je regarde le cortège, alors tout à fait sympa. Il y avait Woody, Toy Story. J'aime beaucoup Woody de Toy Story. Alors, ça, pareil, on s'en fout, mais c'est pas grave. Et en fait, vous regardez toutes les princesses qui ont fait rêver des générations entières de petites filles et de petits garçons. Là, les princesses, au risque d'être tout à fait grégaires, c'était toutes de très jolies femmes. Toutes de très jolies femmes. Donc, oui, l'inclusivité, c'est très bien. Effectivement, Disneyland compte dans ses rangs des travailleurs handicapés, des travailleurs LGBT, bien évidemment. Mais en première ligne, rien n'a vraiment changé. Vous allez voir Barbie, un film qui vous explique pendant 2 heures la nécessité de lutter contre le patriarcat, la nécessité de l'égalité, la nécessité de l'inclusivité et du nougat. Et ben en fait, c'est Margot Robbie. Et il faut écouter Margot Robbie pour comprendre qu'il faut être bien dans son corps. Foutez-nous Josiane Balasco et Guillaume Batz, paix à son âme, immense Guillaume Batz à qui on pense. Ben là, on vous croira, là, on vous prendra au sérieux. Mais c'est aussi ça, en fait, qui est terrible. Et pour revenir à la vie des entreprises, on le voit dans les classements qui sortent dans Challenge chaque année sur les entreprises et leur recrutement. Donc, les prises en compte de facteurs, les prises en compte de la mixité, de tout ce que vous voulez. Souvent, en haut de ces classements, on a de très grandes entreprises, c'est LVMH, c'est Danone, Decathlon qui fait de belles percées en ce moment, tout ça. Et surtout pour les très grosses entreprises, sur des fonctions de market, des fonctions de finance ou autres, la plupart des recrutements, on a beau dire, on a beau faire, mais la plupart des recrutements est faite dans les meilleures écoles de France. Donc vous avez déjà, si vous voulez, un écrémage qui a été fait en amont. Alors c'est bien de dire après, oui, mais vous avez vu, on a des quotas de filles, de je sais pas quoi, de bidules. Alors déjà, les individus deviennent des quotas. Ça va être aussi une autre question. Mais c'est là où il y a une terrible mauvaise foi. C'est qu'on brandit des individus et on dit, regardez, vous avez vu comme il est handicapé, lui ? C'est bien. Vous avez vu comme on est humaniste parce qu'il est handicapé. C'est ta caution. Ouais, absolument. Les individus deviennent des cautions alors qu'on prétend justement vanter les mérites de l'individu. Ouais, mais ça devient un produit marketing. C'est que vous brandissez l'handicapé, vous brandissez le noir, vous brandissez la femme. Je excessif et vulgaire. Oui, bien sûr. Non, mais ça devient, c'est d'une mauvaise foi terrible et c'est ça qui me choque vraiment. Parce que parmi les entreprises qui sont les plus vertes, qui ont les plus belles RSE, en France, je sais pas aux États-Unis s'ils ont un équivalent, mais vous avez par exemple les compagnies pharmaceutiques. Vous avez les constructeurs automobiles,
Vous avez Total, qui s'appelle quand même Total Énergie maintenant. Et vous avez vu, ils ont mis du vert dans le logo. Voilà. Donc, si ça, c'est pas vert, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est bête. Honnêtement, c'est bête. Bah, voilà, pour bien comprendre le RSE, c'est vrai qu'on est passé vite dessus, c'est responsable, c'est la note RSE, donc responsabilité sociale des entreprises. Et là, je viens de taper dans le chat GPT, je suis en train de le faire. De quoi est composée la note RSE des entreprises? D'ailleurs, entreprise, j'ai oublié de l'accorder, j'ai pas mis de S. C'est l'environnement, c'est le social et c'est la gouvernance. Et ensuite, toute la partie économique. Donc, on mixe une note d'inclusivité sociale avec une note d'impact sur l'environnement, on a tout un aspect écologique, etc. Alors même si moi je suis pas un grand adepte du réchauffement climatique et de tout ce qui le compose et l'idéologie qu'il y a derrière, je suis contre l'idiotie de polluer bêtement. Ça c'est évident et je crois qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on mixe? On mixe en fait des causes sociétales avec des causes environnementales, parce que ces grandes marques-là, elles sont incapables d'améliorer leur score environnemental. Elles sont absolument incapables aujourd'hui. Les produits qu'elles vendent et la façon dont les produisent, c'est complètement décorrélé avec un objectif d'optimisation de tout ça. Et donc du coup, on mixe avec quelque chose qui a moyennement de l'impact au quotidien dans les boîtes, parce que c'est toujours les mêmes qui gouvernent, et c'est toujours pareil, dans tous les cas, ça change pas. Donc en fait, on peut considérer qu'il n'y a pas d'impact. Ils mixent ces deux facteurs-là pour les diluer et avoir une note globale qui leur donne accès à du capital, qui leur donne accès à plein de choses. Donc, je pense que le wokisme le wokisme, du coup, appliqué au RSE, est un instrument. Et donc, du coup, faire la propagande de ces idéologies-là dans une entreprise, c'est servir la soupe, aller dans le sens, c'est un hack. Ils ont trouvé un hack pour améliorer une moyenne, améliorer une note. Et c'est comme ça. Et le problème dans tout ce qu'on se dit là, c'est que je suis sûr que nous, les choses sur lesquelles on est à peu près d'accord, il y a des gens qui sont fondamentalement convaincus que c'est bien. Et moi, ces gens-là, je les respecte, j'ai pas de problème avec ça. Et du coup, ils sont instrumentalisés par ce genre de boîte. C'est ça que je trouve dommage. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire monter en conscience les gens, je pense, vis-à-vis de tout ça. Absolument, je te rejoins complètement. Et une autre menace que je vois par rapport à ça, c'est aussi la charge de responsabilité qui incombe tout le temps aux individus. C'est-à-dire que sur le plan plus politique, vous voyez des politiciens qui multiplient les annonces, les projets, tout ce que vous voulez, en faveur de l'inclusivité. Regardez le gouvernement, il y a combien d'handicapés? À ma connaissance, on n'est pas en train de faire des mauvaises blagues, on se pose une question sincère. Mais c'est tout à fait en situation de handicap. Ouais. Voilà, c'est tout à fait sérieux. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui, toute la journée, vantent les mérites de l'inclusivité. À raison, bien évidemment. Vous regardez le gouvernement, vous regardez l'Assemblée nationale, vous regardez le Sénat, vous regardez les principales instances, vous regardez les conseils d'administration des grandes entreprises. Et c'est ça, si vous voulez, qui m'inquiète le plus, c'est je crois sincèrement qu'on est entré dans un siècle, alors on va se laisser aller un petit peu dans le monde des idées, mais on entre dans un siècle de l'individu roi, l'individu tyran, comme disait Eric Sadin dans un bouquin formidable, c'est une petite liste de lecture pour avoir un autre regard sur notre époque. On est à l'époque de l'individu roi, où avec un smartphone, on peut choisir tout ce qu'on veut, on a accès à tout, à la connaissance, à la nourriture, au divertissement, tout ce que vous voulez. Mais ça, malheureusement, c'est pas gratuit. Et je crois qu'on est en train de comprendre que tout ce qui peut se passer dans notre monde aujourd'hui retombera sur les mêmes épaules. C'est-à-dire que on voit la question de la transition écologique. En France, par exemple, sur la fin d'année 2023, début 2024, vont démarrer les débats sur le projet de loi des finances publiques. C'est-à-dire le budget du gouvernement. Là, ça va être pour la tranche 2024-2027, je crois, ou 2024-2030. Le gouvernement fait son budget comme une bonne famille. Bon, là, on a une rentrée, là, on a une sortie. Bien sûr, il y a un peu plus de sesterces dans l'affaire, mais ils font leur budget. Et on a déjà les grandes lignes qui ont été communiquées par la Commission européenne. Au bout du compte, le proviseur d'orientation, le conseil d'orientation, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui valide les budgets ou pas, pour ensuite attribuer différentes aides, notamment celle du plan de relance à la suite du Covid-19. Et on a vu les grandes lignes de l'Union européenne, du Conseil européen exactement, qui disaient il faut réduire les dépenses publiques, d'où la réforme des retraites, mais c'est un autre débat qui nous amènerait plus loin. Alors, entre autres projets, il faut réduire les dépenses publiques et assurer le financement de la transition écologique. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais il faut l'assurer. Mais au bout du compte, vous pouvez avoir Total qui va vous distribuer des dépliants, qui va faire des pubs formidables avec des éoliennes, avec des arbres, avec des poissons. Mais au bout du compte, on le voit aujourd'hui.
l'addition retombe toujours sur les mêmes. Ça va être des taxes sur l'essence. Il peut y avoir des bonus, bien sûr, pour acheter des voitures électriques. Mais la hausse de l'électricité aujourd'hui, malheureusement, est retombée sur les épaules de ceux qui pensaient bien faire à ce moment-là. Donc, on voit bien que l'accès au statut d'individu roi s'accompagne de ça. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe devient de la faute des individus. C'est-à-dire que vous prenez Hollywood. Alors, ils font quelques films pour mettre en avant la question de l'inclusivité, mais dans la grande majorité, il y a bubule, il n'y a pas grand-chose. Dans la politique, c'est pareil, dans les grandes entreprises, c'est pareil. Mais qui est le bouc émissaire de tout ça? C'est le citoyen qui rejette le courant woke. C'est le citoyen qui s'inquiète qu'à l'école, on mette d'abord la question sexuelle en priorité plutôt que l'apprentissage de la lecture. Et donc, c'est ce citoyen-là qui devient l'ennemi numéro un. Et pour finir, j'étais un petit peu long, pardon. C'est hyper intéressant. Quand on voit Hollywood, on parlait tout à l'heure de ces entreprises qui vendent la solution du problème qu'elles ont elles-mêmes créé. Hollywood en est le symbole parfait. Vous prenez vraiment la femme-objet, l'homme-objet d'ailleurs, femme et homme-objet. L'icône, oui, l'icône, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. L'individu-objet, je veux dire. Et Hollywood aujourd'hui qui vous fait un film comme Barbie pour vous expliquer que tout ça n'est pas bien, mais on s'étouffe de rire. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en tant qu'individu, on a nos opinions, on est d'accord ou pas avec les voisins, mais aussi de voir à quelle machinerie tout cela peut profiter. Et je veux juste inviter nos spectateurs, peut-être qu'ils me trouvent un petit peu bougon, un petit peu conservateur ou autre, et à raison, c'est votre avis, bien évidemment, hein, mais observons quand même cela. Respectons nos clivages et nos différences, mais observons cela. Quand Hollywood vous vend des films pour l'inclusivité, rappelons-nous que l'affaire Weinstein est née à Hollywood, par exemple, avec une omerta qui a duré des décennies. Donc, quand aujourd'hui ça devient un film, le film She Said, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, la fictionnalisation de ces drames-là, à qui profite le crime? Tiens, une bonne phrase de complotiste, ça fera du bien. C'est tellement ça. À qui profite le crime? C'est hyper. J'ai rien à rajouter sur ce point-là. J'aimerais juste citer Elon Musk. Le virus du wokisme est sans doute l'une des plus grandes menaces pour la civilisation moderne. Je pense que je pense que ça résume assez bien. Elle est un petit peu au cœur de l'idéologie woke. Le cœur de l'idéologie woke est source de division, d'exclusion et de haine. Moi, je pense que ça résume hyper bien ce qui se passe. À qui profite le crime? En effet, je suis resté là-dessus. Tu m'as bluffé. J'aimerais te parler d'une incohérence que j'ai lue là, l'histoire de Garcia Martinez. Je sais pas si t'as entendu parler, c'est un mec qui avait un poste à forte responsabilité chez Apple, et du coup ils sont remontés parce que du coup il y a des milices à l'intérieur de certaines boîtes qui remontent dans le passé des gens comme des espions entre guillemets, des gens du renseignement, et en fait ils se sont rendus compte que ce bonhomme que je ne connais pas du tout avait écrit un livre 12 ans plus tôt qu'il avait appelé La femme forte, et du coup il parlait de la femme, mais il avait une position qui était la sienne, qui était un petit peu une position de bourrin, disons ça. Et c'était 12 ans avant de rentrer chez Apple. Apple, quand ils se sont rendus compte de ça, du coup, ils l'ont licencié. Alors c'est un gars en plus qui avait un gros poste à responsabilité. Hein. Il faisait de la R&D ou quelque chose comme ça, un truc costaud. Il s'est fait virer. Et l'incohérence parfaite, c'est la stratégie de croissance externe, d'ailleurs, qui était une super stratégie pour Apple, qui était de racheter Beats, donc Beats by Dre, où justement on peut pas dire que Dre soit le mec le plus féministe et le plus LGBT friendly de l'histoire. Donc en fait, il y a des incohérences de dingue là-dessus. Je suis persuadé qu'il y aura des drames, c'est-à-dire que et il y en a. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être jugé sur les bancs du tribunal pour être taxé, pour être cancel. Et c'est très lié avec l'idéologie woke, hein. On le sait, le mouvement, certains mouvements comme MeToo, etc. Alors en plus, ça défend des causes qui sont nobles, mais en fait, c'est fait de manière complètement débile. Donc le féminisme, les causes LGBT, les causes pour les personnes de minorité, le handicap, etc. On n'a pas encore eu, je crois pas, de gros scandales comme ça. Mais moi, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est le tribunal médiatique, c'est cette cancel culture qui fait partie prenante de cette idéologie. Je sais pas comment tu vois le point, mais ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de drame, de gens qui se suicident, de trucs comme ça. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais j'en ai pas dans la tête là maintenant, mais c'est étonnant.
Oui, c'est sûr. Après, là encore, en dézoomant un petit peu, on se rend compte que la cancel culture touche des gens, c'est une phrase un peu bête, mais la cancel culture touche des gens qui sont cancelables. C'est-à-dire que tout ça se règle, pardon, lapsus, tout ça se règle au niveau des élites. Tu parlais de l'affaire MeToo. Effectivement, mouvement extrêmement important pour la libération de la parole des femmes, bien évidemment. Mais on parle du milieu du cinéma. Quel a été l'impact réel sur la caissière du Lidl qui se fait insulter de salope une fois tous les 2 jours quand elle a fini sa journée de travail? Si vous voulez, c'est ça où on revient à un discours un petit peu marxiste, c'est que finalement ces causes-là, certes nécessaires sur le fond, sur la forme, demeurent des causes bourgeoises. Quand on voit la cancel culture, ça touche par exemple des livres. Il faut plus dire 10 petits nègres, c'est Ils étaient 10. Mais encore faut-il pouvoir l'acheter, ce livre. Encore faut-il pouvoir savoir le lire. Alors, je prends des questions volontairement, j'exagère, mais c'est ce qui me pose question, là encore, sur ces sujets-là. C'est que je trouve que, par exemple, MeToo ou Balance ton porc en France a rarement été suivi d'effet dans les couches les plus basses de la société. On a parlé effectivement de ces actrices et de ces acteurs aussi d'ailleurs. On a l'exemple de Brendan Fraser, donc on voit bien en plus que d'ailleurs c'est une cause qui est une cause humaine, une protection des humains, une protection des individus qui certes touche statistiquement plus les femmes, mais on voit aussi là que les débats ont été biaisés. Mais tout ça malheureusement est très bourgeois. Je croirais à ces mouvements-là, si vous voulez, quand ils vont s'enraciner, qu'ils vont aller chercher plus bas et comprendre que ça va au-delà, ça va dans le monde réel et que MeToo n'existe pas que quand la caméra s'arrête de tourner. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres franges de la société où ça peut exister. Et ce qui est embêtant, c'est ce discours-là. Un autre symbole qui m'a vraiment heurté, c'est on évoquait tout à l'heure dans l'armée américaine de plus en plus de formation, de sensibilisation sur ces questions-là. Et on voit quand même l'état-major américain, en quittant lamentablement l'Afghanistan il y a 2 ans environ, qui nous expliquait que maintenant on allait avoir des talibans modérés. Aujourd'hui, on a vu l'évolution dramatique de la cause des femmes en Afghanistan. Il est où l'état-major américain à ce moment-là? Toujours prompt, même l'état-major militaire américain, toujours prompt à des leçons de morale, de l'oncle Sam, le gendarme du monde, comme on nous disait. Mais là, symboliquement, on a quelque chose de terrible. Donc on voit bien que cette cause des femmes, si on lui enlève l'aspect mercantile, donc la capacité qu'on peut générer, la capacité de génération de pognon avec ça, si on enlève l'aspect médiatique, il reste quoi au fond de l'engagement de ces gens-là? Et c'est ça, moi, qui m'intéresse vraiment. On peut penser aussi à Greta Thunberg. Vous avez volé mes rêves. Le gamin qui bosse dans les mines de terres rares pour alimenter les batteries, je l'ai pas beaucoup entendu là-dessus. Je ne dis pas qu'elle a rien dit, hein, bien évidemment. Mais on l'a plus vu avec Schwarzenegger qu'aux côtés de ces gamins-là. Donc je sais pas à qui on a volé les rêves. Très juste, très juste, très juste. Ce qui m'inquiète dans le quotidien aujourd'hui, c'est que je parle avec plein de potes. En plus, dans mon milieu, majoritairement, les gens sont quand même de gauche. Et ça m'empêche pas d'avoir des potes dans mon milieu n'étant pas forcément étiquetés à gauche. Quand on parle de ces sujets-là, à des gens qui se revendiquent de gauche et qui en plus ont presque sont des porte-étendards de la gauche. Et ça, c'est très bien. Enfin, moi d'ailleurs, je viens d'une famille de gauche. Tu leur parles de ces sujets-là, ils en ont pas conscience. Alors, je pense pas que mes potes soient des illettrés, des ignares et qui ne soient pas au courant, je pense pas. D'ailleurs, c'est des gens, il y en a certains qui sont passés sur le podcast avec qui j'ai eu ces conversations. C'est la gauche, c'est génial quand on parle de faire en sorte que les grands patrons se comportent mieux avec l'ouvrier. Je pense que personne est pour la maltraitance ouvrière. Je crois pas. Quand on parle de solidarité, etc. Pourquoi pas? Voilà, ça c'est des thèmes qui sont respectables. Et en fait, c'est ce qu'on imagine de la gauche. Mais aujourd'hui, l'idée woke fait partie intégrante de ce qui va être proposé par la gauche et la gauche commençant, enfin même l'extrême centre, enfin peu importe. Et j'ai pas l'impression que tout l'électorat s'en rende compte. Donc c'est fait de manière assez subtile pour ne pas faire plus partir les gens qui sont déjà partis. Et à côté de ça, il y aura un impact. On sait très bien que
On sait très bien que les idées qui vont être, que les propositions tendront vers ça. Et donc, comment tu vois le truc, toi, qui est vachement au fait de ça? Parce que là, je te parle de ça, c'est plus une réflexion perso. Je l'ai pas construit de ma réflexion. C'est plus une question. Toi, je sais que t'es plus au courant de ces trucs-là. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, sur la clarté des lignes, l'appropriation politique pour le coup. Déjà, je trouve que c'est un mauvais procès qu'on peut faire à la gauche que d'automatiquement leur attribuer la cause woke. Pour moi, c'est une Ok. cause qui est apolitique. C'est-à-dire que, pour être tout à fait vulgaire, ce que tu as dans le slip, finalement, n'est pas ton bulletin électoral. Donc, au fond, même si je peux comprendre la tendance, effectivement, je suis pas certain de voir un jour Bilal Hassani aux côtés d'Éric Zemmour, mais de facto, voilà, je préfère m'abstenir, si tu veux, de donner une couleur politique à ce mouvement-là. Après, il y a la question de la récupération politique, en l'occurrence, qui, par exemple, se fait du côté de nos amis écolos. Alors, le parti politique, hein, pas ceux qui ont de réelles Oui. convictions. Le parti écolo, parce qu'au bout d'un moment, l'écologie n'est pas un programme politique. Je suis tout à fait désolé, mais c'est comme la liberté. Non, et puis l'écologie, c'est beaucoup trop important pour le laisser aux écolos. Absolument. Ils ont fait une OPA sauvage là-dessus, en expliquant que à partir de voilà, quand ils avaient décidé, et encore, il y a une jonction, il y a José Bové et Marine Tondelier. Hein, si vous voulez, il n'y a pas que la moustache qui les sépare, il y a aussi l'engagement et les convictions. On a des gens qui arrivent qui disent nous, notre truc, c'est l'écologie. Donc la protection de la planète. Mais attendez, si on vote Éric Ciotti ou Jean-Luc Mélenchon, du coup, on n'a pas le droit. Ah, faut voir. Donc, il y a déjà quelque chose d'assez fou. Et comme ils comprennent bien que tout le monde a un programme écolo, quels que soient les partis, du coup, ils sont allés chercher des causes à droite à gauche parce qu'il fallait bien avoir des électeurs à un moment donné. Donc, on voit effectivement Europe Écologie Les Verts, maintenant qui s'appelle Les Écologistes. Ils ont changé de nom, ça a changé la face du monde. On voit bien qu'ils sont allés gratter certaines causes, et notamment la cause woke. Ils vous parlent d'écriture inclusive, ils vous parlent de tout ça. On ne sait pas d'où ça sort. Donc, effectivement, il y a une réalité politique sur le paysage politique. Maintenant, moi, je ne ferai pas ce procès-là. Disons que beaucoup de partis à gauche n'ont pas besoin de ça pour passer pour des trompettes. Donc, Oui. je leur éviterai ce procès-là. Après, sur le reste, quand on a donc évoqué le fait que pour moi ce courant soit apolitique, quand on a évoqué l'aspect de la récupération, on voit aussi que là aussi, c'est une réflexion. Je pense que voilà, beaucoup de spectateurs seront pas d'accord, mais c'est pour nourrir le débat. J'ai peur, en fait. Tu parlais d'Elon Musk tout à l'heure, qui est un personnage tout à fait formidable, mais dont je me méfie énormément parce que Je suis 100% d'accord. on parle quand même aussi de quelqu'un avec l'entreprise Neuralink qui envisage une interface homme-machine avec une puce dans le cerveau d'une truie actuellement qui s'appelle Gertrude, sauf erreur. Donc on a déjà un processus qui est en marche, comme dirait l'autre. Donc je me méfie quand même un petit peu du personnage qui est à la fois effectivement celui qui rachète Twitter, le nouveau pape de la liberté d'expression, mais en même temps on a quelqu'un qui va vers le transhumanisme de manière assez assumée. Et c'est là où je pense que finalement on a deux causes qui peuvent se rejoindre. C'est pour ça que je ne connaissais pas la citation que tu as faite tout à l'heure d'Elon Musk. Je suis assez étonné parce que la question transgenre, telle qu'elle est poussée médiatiquement. Je ne parle pas des individus qui vivent ça en leur intimité et qui n'ont pas besoin en fait de faire la une de Télé 7 jours pour être reconnus. Parce qu'il y a aussi et d'ailleurs, c'est tout l'objet de notre discussion aujourd'hui, c'est qu'on parle pas des cas individuels, on parle juste de ce qui est repris par les boîtes et du coup par extension par ce qu'on doit subir politiquement. Voilà, c'est l'objet de notre. Absolument. C'est vrai que c'est une précision qu'on aurait pu donner au début parce que c'est vrai que surtout pas penser qu'on s'attaque aux individus en tant que tels, ce qui serait absurde. On parle vraiment des tendances qui sont vantées médiatiquement. Le courant transgenre tel que vanté médiatiquement, tel que encouragé même d'ailleurs, me questionne parce que on a quand même le début de la démarche transhumaniste, c'est-à-dire l'individu fluide, l'individu unidimensionnel, comme disait Hubert Marcuse dans un bouquin des années 80. C'est vrai que vous avez un individu qui finalement du jour au lendemain peut se sentir d'un genre ou d'un autre, qui dépasse d'ailleurs le côté femme-homme. Aujourd'hui, on a une vidéo qui a été beaucoup moquée sur Brut, mais je pense que c'est un peu l'excès de tout ça, donc on va pas le généraliser, mais on avait cette personne qui nous parlait de flaques de couleur, qui était xénogenre. Vous voyez que c'est un genre qui peut être renard, donc bon, je respecte. Donc là, on est vraiment à l'extrême, donc on va rester quand même sur la base, ce qui est déjà pas mal. On a des individus qui peuvent passer d'un genre à l'autre parce qu'ils l'ont décidé, par la simple force de l'esprit. Après, il y a la réalité chirurgicale. À un moment donné, quand on fait l'opération, la marche arrière est un petit peu compliquée. Mais je pense qu'il y a un lien entre ça, entre le courant transgenre et le courant transhumaniste. C'est-à-dire, on ouvre la porte à un individu qui peut naviguer donc d'un genre à l'autre. Qui sait, là on est dans le rêve de science-fiction, mais qui est apparemment celui d'Elon Musk, on a un individu qui peut naviguer d'un cerveau à l'autre. C'est-à-dire que s'il a une interface qui permet de changer de corps, j'imagine, je pense qu'on n'y est pas encore, mais vous prenez la puce, vous mettez dans le corps de Brad Pitt. Alors
déjà je gagne au change, mais, mais on voit que on a quand même cette notion de fluidité, et c'est pour ça qu'on parle de gender fluide aujourd'hui. On a cette notion de fluidité qui fait que je m'interroge là-dessus. C'est vraiment une interrogation. Je l'avais jamais réfléchi comme ça, mais je trouve ça brillant comme réflexion. Voilà, mais c'est vraiment une réflexion. Voilà, j'en appelle aux spectateurs à partager les avis. Je conclus absolument pas, mais c'est vraiment un point qui m'interpelle en ce moment. Tu vois, à la croisée des chemins, je trouve qu'on a quand même deux grandes tendances qui font sens mises ensemble. J'ai l'impression qu'on a effacé. Alors, je sais pas quel est. Je t'ai jamais entendu parler trop de spiritualité ou de trucs comme ça. Je crois pas, mais je pense que bon, Dieu, vous remplacez par nature, vous remplacez par l'univers, par ce que vous voulez. C'est un peu la remise en question de ça en fait aussi. C'est de ce qui t'est tombé dessus par la grâce de qui on veut nommer. J'ai un peu ça aussi. J'ai un peu l'impression que c'est un peu ça qu'on remet. Donc en effet, ma couleur de peau, mon genre, d'autres personnes diront même quand j'ai le droit d'avoir des enfants, et enfin quand je décide d'avoir des enfants, et d'autres non. Voilà, on peut étendre le truc. Et donc c'est vrai que j'avais jamais réfléchi comme ça. C'est hyper intéressant comme point de vue. Et justement, alors pourquoi lui pourquoi cette citation là du coup tu crois qu'il en a conscience de ça, qu'en fait il faudrait qu'on puisse choisir, parce que par extension on doit choisir, on doit pouvoir faire scorer nos gènes et scorer les gènes d'une personne pour en faire un individu à part entière. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait peut-être choisir aussi faire des bébés, des OGM bébés en fait. Parce que ça doit être dans sa tête, c'est obligé. On parlait tout à l'heure de gestation pour autrui. Alors plus largement, on peut avoir la PMA ou autre. Aujourd'hui, des banques de sperme existent pour choisir les donneurs. Donc là encore, je me place sur le constat. Chaque individu est d'accord ou pas d'accord sur le plan moral, philosophique, ce que vous voulez. Mais sur le constat, ça existe. Donc, si en plus on rajoute à ça la possibilité technique, c'est-à-dire effectivement de manipulation génétique, ce qui d'ailleurs est rendu possible, c'est la formidable découverte de la technologie CRISPR-Cas9, si je dis pas de bêtises, les ciseaux génétiques en fait, qui permet de couper directement des séquences d'ADN, me semble-t-il d'en rajouter d'autres, mais bon, là on est sur des thématiques, pour moi, j'ai arrêté avec C'est pas sorcier en 5e, donc si vous voulez, tout ce qui est la physique, chimie, je suis pas une brute, donc je vais pas faire le malin. Mais en tout cas, j'invite là encore nos spectateurs à se renseigner là-dessus. Pour sûr, en tout cas, cette technologie CRISPR-Cas9 existe et permet ces manipulations là. Donc ça, c'est un champ immense de réflexion qui s'ouvre à nous. Et maintenant, on a la question transhumaniste. La question transhumaniste, c'est l'amélioration de l'humain. Donc ça va effectivement d'une prothèse intelligente jusqu'à un cerveau, jusqu'à un nouveau corps, jusqu'à Matrix, iRobot, tout ce que vous voulez. Donc, en plus du bouleversement religieux, et tu as raison, spirituel, tout à fait raison, en plus de ce bouleversement-là, à l'heure où les religions s'effondrent et où l'individu est de plus en plus seul face à lui-même, on a l'alternative du casque de réalité virtuelle. Par exemple, Ready Player One de Spielberg, je trouve qu'il est plutôt chouette sur cette question-là. Et effectivement, si en plus on va rajouter à ça la possibilité de changer de corps, on prend votre carte mémoire, vous avez du pognon, vous achetez le corps de Shaquille O'Neal, ça va être coca. Alors, on est très loin, on est vraiment dans la projection, mais je pense qu'on est seulement à l'aube de tout ça, et on le voit aujourd'hui avec des individus en Occident. Je pense qu'il faut aussi le préciser, en Occident. Oui, j'ai jamais croisé de Somalien avec ces questions-là. Voilà, parce que c'est quand même étrangement lié au pouvoir d'achat. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut rappeler, là encore, décidément, je pense que je vais prendre ma carte chez Fabien Roussel, Parti communiste, mais je deviens de plus en plus marxiste, mais l'ouvrier, si vous voulez, la question transgenre, voilà, il va essayer d'acheter déjà des carottes râpées et faire un plein de courses à la fin du mois, on en reparlera. Donc, il faut aussi rappeler que ces questions-là sont très, très, très marquées au niveau des couches sociales que ça concerne. Il faut être très clair là-dessus. On a évité cette hécatombe-là parce que l'État, avec un E majuscule, l'a pris en charge, mais attention à l'évolution de la pandémie Covid-19 si les vaccins avaient été payants. Parce qu'on avait des prix sur le marché qui étaient quand même assez balèzes. Ça a été pris en charge par les États de par l'urgence et autres, créant des dettes, enfin on y est aujourd'hui, mais c'est un autre débat. Mais là, on aurait vu par contre les disparités que l'on fait semblant de découvrir aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir que ces questions-là aussi sont très marquées au niveau du portefeuille. Le transhumanisme ne concernera jamais Madame Chombier, qui roule difficilement au SMIC. Très juste et très. J'ai appris plein de trucs. Moi, je fais ce podcast pour apprendre plein de trucs et merci Rémi du coup d'avoir éclairé mes lanternes là-dessus. J'espère que les auditeurs ils ont également appris des choses. Alors, on a mis plein de cas d'exemples. C'était à certains moments on revenait sur des sujets, etc. Mais
il faut il faut se documenter. Du moins, il faut l'observer pour ne pas le subir de manière indolore, j'ai envie de dire. Tu sais, ce truc-là, cette maladie indolore là, j'aime pas ça moi. Ce soft power, ça, c'est un truc qui me fait vraiment très très peur. Et moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est un petit peu du signalement de vertu. Je sais pas ce que t'en penses. Et le signalement de vertu, c'est jamais bon signe. Donc je me pose juste ça. Moi, je me dis, plus je fais du signalement de vertu sur toutes ces idées là qu'on a détaillées, plus potentiellement j'ai des choses moins clean derrière. Donc voilà. Un truc que je voulais pas faire aujourd'hui, c'était être encore dans le business de l'indignation, parler des trucs qui changent en mode réactionnaire et tout. Donc peut-être un peu fait, surtout moi, mais c'était pas l'objectif. Donc j'espère ne pas avoir été désagréable. Non. Et puis voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé? Non, mais je crois qu'on a effectivement on a ratissé large, on a été fluide dans la discussion, décidément. Alors, on a été fluide. Non, je pense que ce qui est important aussi de rappeler, enfin en tout cas je me tiens à ça, c'est un peu l'une des bouées de sauvetage. C'est aussi que au fond il y a du positif à voir dans ces situations-là. Je pense que tout ce qu'on se dit, ce qui est important, c'est de rappeler et ce que tu fais, les échanges que tu as avec des personnalités d'horizons différents, aussi de bon côté avec des personnalités peut-être plus politiques ou autres. Il faut toujours garder en tête que tout cela n'est que de la discussion qui fait appel au cerveau des gens. C'est-à-dire, ouvrez-vous vos neurones avant de juger ceux des autres. C'est un peu con là encore comme phrase, mais ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on voit, tu dois le voir aussi sur les commentaires que tu peux avoir sur les réseaux sociaux. Parfois, quand je fais des formats interviews aussi, il y a des commentaires, ah ouais, mais alors lui, il est anti-vax. Alors lui, il est extrême droite. Alors lui, il est machin. On pose des étiquettes, effectivement, tu parlais de signalement de vertu, c'est un peu ça. Hein. On pose des étiquettes qui nous rassurent, mais je crois que là, c'est comme si volontairement on attachait nos lacets. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a tous un cerveau, on est tous dotés de ça, on a tous nos idées, on a tous nos opinions, mais je crois qu'il ne faut surtout pas tomber effectivement dans ce signalement de vertu rassurant qui n'a pour seul intérêt en fait que de nous conforter et nous empêcher de penser. Je le dis très volontairement et je pense que peut-être que des spectateurs penseront que je suis complotiste, que je suis d'extrême droite, que je suis idiot, que je suis plein de choses. Et peut-être, je ne le nie pas, j'ai pas de problème avec ça. Mais au fond, ça ne va rassurer que vous. Et c'est ça le piège aujourd'hui, c'est que on fait en sorte que les citoyens soient des abrutis. On leur fait passer des idées toutes faites, quels que soient les débats. Quels que soient les débats. Oui. On peut, si vous voulez, on peut même faire 20 minutes sur le foot. Même sur le foot, on peut voir aujourd'hui les commentaires sportifs qui ont évolué. C'est vraiment une grande tendance. C'est que des débats compliqués, on vous les règle comme ça. Covid-19, on vous a dit, le confinement, c'est génial. Point. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes anti-confinement. C'est du jamais vu. La politique, j'en parle même pas. Même l'histoire, aujourd'hui, se règle comme ça. L'histoire, on vous dit, le débarquement, c'est il faut sauver le soldat Ryan. Voilà. Vous parlez de la bagarre de Gaulle avec les Américains pendant près de 20 ans, les services secrets américains qui ont essayé de tuer De Gaulle à plusieurs reprises. Je renvoie vers un livre comme L'ami américain d'Eric Branca pour ceux que la question intéresse. On voit que c'est compliqué, que notre monde est compliqué. Alors, j'empile les banalités, mais ça me plaît bien cette idée-là de la rappeler. Que, exactement. Voilà, surtout, évitons, maintenant on est tous des grandes personnes, d'avoir des doudous, comme ça, qui nous rassurent en disant lui il est d'extrême droite, je veux surtout l'écouter. C'est peut-être un abruti fini, c'est peut-être un con, vous avez tout à fait vos a priori, vous les garderez peut-être après, mais au moins regardez, au moins écoutez, évitez le commentaire fastoche, et là on peut avancer, mais de tous bords confondus, comme ceux qui vont dire Mélenchon est un abruti, qui vont dire Zemmour est un raciste. Peut-être, mais au fond, c'est pas une qualité génétique. Ils n'ont pas ça dans leur gène. Intéressons-nous, construisons les désaccords, et là, on peut peut-être bricoler dans ce monde de plus en plus zinzin. Je suis 100% d'accord. Et d'ailleurs, il y a des gens qui peut-être nous écoutent depuis 1h15 là, et qui disent non mais en fait ces deux gars, déjà, ok, je les ai écoutés, mais je suis absolument pas d'accord avec leur constat. Et si on arrive à obtenir ça, on a quand même gagné en fait sur l'épisode. Parce que peu importe de rallier mes idées, celles de Rémi, ou c'est pas le but en fait. Ici on fait pas de propagande. On débat juste. Enfin on déroule la pelote. Je sais plus comment on a l'expression là, mais on déroule la pelote là pour justement essayer de challenger nos idées, avoir de nouvelles informations. Par exemple le coup la corrélation entre la transidentité et le transhumanisme, je l'avais pas du tout capté. Je sais que je vais y réfléchir pendant une semaine et que ça va. Enfin voilà, je sais que dans cette fenêtre là, ça va forcément challenger des trucs. C'est gagné, et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc je suis 100% d'accord avec toi. Il faut pas être
Voilà, les doudous, c'est exactement ça. Il faut vraiment éviter. Et en tout cas, c'est pas du tout l'objectif de ce que l'on fait à travers ces différents podcasts. Clairement. Super, Rémi. Merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes, de nous avoir donné ton avis et nous avoir vulgarisé des systèmes qui peuvent être complexes et qui le sont très certainement. 2 questions. La première, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé ou on aurait dû en parler? Est-ce qu'on a oublié quelque chose sur le chemin? Je vais pas embêter nos auditeurs avec ça. Moi, il y a un lien, oui et non. C'est cette histoire de Bastien Chalureau, le rugbyman. Moi, la Coupe du Monde qui arrive, voilà. Juste pour un clin d'œil, allez les Bleus pour le rugby, voilà. On en parle si tu veux. T'es chez toi, c'est toi le chef. Allez, avec plaisir. Moi, tu sais, ancien rugbyman aussi, donc du coup, ça m'intéresse. Mais c'est en lien, je veux pas vous parler de rugby parce que ça me plaît, c'est en lien avec tout ce qu'on s'est dit. Donc pour la faire courte, on a un joueur qui s'appelle Paul Villemc, formidable troisième ligne, tu me corriges, troisième ligne de rugby qui s'est blessé à la cuisse, qui va être remplacé par un joueur qui s'appelle Bastien Chalureau. Et ce joueur a un passif judiciaire au début 2020, je crois. Il y a eu une bagarre avec des gars à Toulouse quand il jouait encore au Stade Toulousain, et il aurait prononcé "ça va les bougnoules". Il a frappé une personne, il a reconnu le fait d'avoir frappé, il n'a pas reconnu l'insulte raciste. Il est passé au tribunal, il a été condamné en première instance pour les faits de violence. Il continue de nier l'insulte raciste. Il a fait appel, donc en France, il est présumé innocent, comme Éric Dupond-Moretti, par exemple, qui est ministre de la Justice et qui est mis en examen. Et on a malgré le fait que Macron avait dit que dans son gouvernement, il n'y aurait pas de voilà. Oui, mais la mère des Dalton avait dit qu'elle ferait des petits anges, donc tu sais, c'est malheureusement la vie. Après, c'est la vie. Et donc, Bastien Chalureau a été sélectionné pour la Coupe du Monde qui va avoir lieu en France, qui commence le 8 septembre. Et on a 2 députés, la France Insoumise, dont Thomas Porte, quand même resté célèbre pour avoir posé avec le pied sur un ballon à l'effigie de la tête d'Olivier Dussopt. Et ils ont dit c'est pas possible. Ils ont dit c'est scandaleux. Ils ont dit vous vous rendez compte, il y a un raciste dans l'équipe de France. Ils en appellent à la ministre des Sports pour qu'il ne soit pas sélectionné. Donc 3 choses. On a quelqu'un qui est présumé innocent parce qu'il a fait appel, c'est le respect de la justice française. Deuxième chose, ce sont des députés de la France Insoumise. Alors je suis désolé pour les électeurs LFI parce que j'ai vraiment du respect pour eux. Il y a des vraies convictions et des personnages tout à fait plaisants. Par contre, il y a des comportements médiatiques qui sont sidérants. Des députés LFI qui ont dans leur rang un certain Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale. Donc je suis pas certain, si vous voulez, que ce soit à eux de distribuer les points de bonne morale, d'autant que Adrien Quatennens a été condamné, Bastien Chalureau pas encore. Et troisième point, on a un sens du timing qui résume parfaitement notre vie politique aujourd'hui. On le disait au tout début, à l'heure où c'est une galère de plus en plus terrible pour bon nombre de Français. On fait des débats sur la Coupe du Monde de rugby avec un timing formidable à 5 jours du début du mondial, alors que rappelons que Bastien Chalureau est titulaire, je crois, il joue à Montpellier aujourd'hui. Il a fait des test matchs avec la France du côté du Japon, ça n'a dérangé personne. Donc c'est une recherche du buzz. Finalement, c'est une affaire qui résume un peu tout ce qu'on s'est dit d'une certaine manière, c'est-à-dire on joue avec les bonnes intentions, on joue avec la lutte contre le racisme, on joue avec tout ça. On nie complètement le réel, donc on nie la justice, la présomption d'innocence, on nie tout ça. Et en plus, ce sont des gens comme Sartre reprochait à Kant, il va avoir les mains propres mais il n'a pas de mains, quoi. Et LFI, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ils exigent, c'est la moraline de Nietzsche. Nietzsche disait la morale, c'est l'exigence envers soi, la moraline, c'est l'exigence envers les autres. Et je crois que c'est un petit peu ça, cette affaire qui nous amène du monde de l'Ovalie à la moustache de Nietzsche, c'est formidable. Magnifique. Bah alors je connaissais pas bien l'histoire. J'essaie de m'affranchir le plus possible de tout ce qui est actualité. Donc en fait, je la regarde à travers ton filtre et à travers celle de Georges par exemple ou d'autres d'ailleurs. Mais c'est essentiellement Georges qui est passé sur le podcast aussi. J'essaie de m'affranchir. Donc j'étais pas au fait. Donc je t'ai laissé tout seul sur le coup, mais t'étais au point et c'était du coup je vais m'y intéresser. Et donc ouais, en effet, le tribunal comment on dit social, enfin je sais pas, des réseaux sociaux, c'est un des trucs aussi, c'est un vrai sujet. Vive la démocratie, mais tant qu'il y aura les réseaux sociaux, la démocratie, je sais pas. Rémi, deuxième question, du coup je t'avais promis une deuxième question, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut suivre ton travail?
Écoute, aujourd'hui, on a donc la chaîne YouTube, hein, Juste Milieu. C'est vrai qu'on s'est pas fait chier pour le nom. Ça, en termes de recherche, ça va assez vite. Et puis après, voilà, on continue jour après jour de construire notre petit univers. Donc, la chaîne YouTube, vous avez le site internet où on a tous les jours de nouveaux articles qu'on peut pas forcément traiter en vidéo. On est sur Twitch tous les soirs à 16h45. Donc, émission en direct, on balaye pas mal de sujets. Et puis après, on a les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, peut-être bientôt Uber Eats. J'ai de l'appétit, j'essaie de tenter un truc. Et puis nos 2 revues, voilà, si jamais vous prenez dans l'aventure, on a justement sur l'actualité et Le Banquet, qui est vraiment une revue d'idées où on est simplement éditeur et on ouvre la porte à plein de gens qui ont des choses à dire, pas forcément des gens connus, pas forcément des influenceurs ou quoi que ce soit. Et donc voilà, on essaie de construire petit à petit cette aventure. On l'a construit avec nos spectateurs, on l'a construit grâce à plein d'autres intervenants, dont toi, cher Gérald. Merci beaucoup. On a la chance, voilà, d'échanger, de se côtoyer, de passer d'une chaîne à l'autre. Tu es le bienvenu, bien évidemment, sur Juste Milieu pour le match retour. Et puis Merci voilà, beaucoup. c'est cette aventure-là. On se serre nos petits coudes et puis on y arrive. Bon, c'est super. Merci beaucoup Rémi pour d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir fait kiffer pendant un épisode qui fera partie des plus longs, je pense. Et donc c'est bon signe, c'est qu'on a eu des trucs à se dire. Allez tous du coup suivre les liens que Rémi nous a partagés. On les mettra évidemment en description en note de l'épisode. N'hésitez pas aussi à aller remercier Rémi sur ses différents réseaux sociaux, évidemment. Et si il y a des choses, bon, je m'engage que pour moi, mais s'il y a des choses que j'ai racontées aujourd'hui que je n'ai pas compris, si admettons, je suis complètement à côté de la plaque, ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous dans mes DM, comme on dit, dans mes messages privés. S'il y a des choses que j'ai pas pigées, n'hésitez pas à m'interpeller. Je vous répondrai évidemment. Voilà. Bonne fin de journée à tous et puis du coup à très bientôt et encore merci Rémi. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao ciao. Ça y est, l'épisode est terminé. Si t'es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux, je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.